Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à RabbitMQ. Dans cette 14e vidéo dédiée à RabbitMQ, on va s'intéresser à l'élément qui est central quand on parle de RabbitMQ ou de MessageQ, c'est-à-dire les queues en question. Alors aujourd'hui, on va les découvrir, on va dire de manière sommaire, avec une petite démo à la suite. Vous avez vu donc, on dit que les queues c'est un élément un petit peu central, néanmoins, quand on regarde un petit peu les vidéos précédentes, on s'aperçoit que l'intelligence et la force de RabbitMQ reposent pas forcément sur ses queues, mais principalement sur ses exchanges et ses bindings. La possibilité d'avoir différents types de bindings avec des exchanges de type topic, fanout, etc. Donc je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne. Parlez-en autour de vous, aidez-moi à faire connaître la chaîne. Ça marche assez fort. Alors les queues, donc on va s'y intéresser. Donc ce que j'ai pour faire notre petite démo, à côté j'ai remonté un cluster de 0 grâce au Vagrant File qu'on a déjà vu précédemment. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les queues? Donc les queues, on va dire de manière standard de base sur RabbitMQ, c'est un système FIFO, c'est-à-dire first in, first out, c'est-à-dire que les messages que l'on produit, qu'on va déposer donc à travers les exchanges au sein des queues, sont déposés un à un dans un ordre donné finalement, et quand ils ressortent de ces queues, eh ben, ils ressortent dans le même ordre. Donc c'est pour ça qu'on parle de first in, first out. Alors à cela, quelques exceptions. Pourquoi? Parce qu'on peut y mettre des notions de priorité. On peut également créer des queues shardées. Donc les queues shardées vont faire en sorte qu'on du coup on va distribuer les messages sur différentes queues et donc du coup on va pas retrouver tout à fait ce principe de first in first out. En tout cas ça générera bien sûr des exceptions. Et puis il y a des notions de requeuing, c'est-à-dire on va avoir des options qui vont faire que sur certaines conditions les messages vont être redéposés dans la queue et c'est-à-dire vont venir se réinsérer. Donc du coup on sera pas tout à fait non plus dans le FIFO. Alors, sur la manière d'être consommé, c'est là où RabbitMQ est assez intéressant, ou toute MessageQ, c'est-à-dire qu'on va pouvoir consommer ces queues avec plusieurs consumers, et ces consumers, bien sûr, au fur et à mesure de leur disponibilité, vont pouvoir faire finalement du run robin, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a des consumers qui se libèrent, bah, on les prend, chaque consumer, si on a le consumer C1, C2, C3, eh bien, ils vont pouvoir prendre les messages à la suite de manière run robin, donc distribuer finalement sans faire, si on ne fait pas jouer de priorité. Alors, 2-3 petits mots sur la création. Le nom de la queue peut être créé au moment de la connexion. Donc au niveau des exchanges, on va pouvoir créer, donc on va se connecter grâce à l'applicatif, et grâce à cette connexion, que ce soit côté producteur ou consumer, on va pouvoir initier la création de la queue. Ça c'est une particularité qui est importante à avoir en tête. Nous dans notre cas de figure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une queue, donc c'est comme si on l'a créée avant et ensuite on allait se connecter dessus, mais il est possible de ne pas la créer et directement de la générer au moment de la connexion du programme. Alors ça a des avantages, c'est qu'on n'est pas obligé finalement d'avoir de mettre en place toute l'intégralité de l'infra as code ou des éléments qui vont permettre de créer automatiquement les queues. Néanmoins, ça a un inconvénient, c'est que si la queue qui a été créée auparavant est créée ensuite de nouveau par l'applicatif, si elle ne correspond pas formellement lors de la connexion à ce qui existe déjà, eh bien la connexion va être refusée. Et ça c'est assez lourd de conséquences. Donc voilà, il faut bien avoir ça en tête. Autre élément complémentaire, ce que je mentionne ici, toutes les queues qui commencent par AMQ point quelque chose sont réservées. Donc on va pas pouvoir les nommer AMQ point quelque chose. Ça, c'est sans difficulté, on va dire, mais il faut le savoir. En fait, c'est comme si c'était un petit peu des queues. Ce sont les queues les éléments par défaut, les queues par défaut de RabbitMQ, donc réservées. Donc, ce qui est possible également, c'est que le broker peut générer aussi le nom de la queue directement. Ça, il faut le savoir. Et un petit rappel. Donc, par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment, pour envoyer dans une queue, il faut un exchange,
un binding et ensuite la création de la queue. Attention néanmoins, c'est que vous allez pouvoir créer une queue directement et envoyer des messages directement dedans. Pourquoi? Parce que on a déjà des exchanges et des bindings créés par défaut. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes, mais on les retrouve si on se rend ici dans nos exchanges. Vous voyez qu'ici on a déjà des exchanges qui existent. Tiens, celui-ci on va le supprimer au passage, lui. Hop, voilà, delete. Hop. Et donc on a déjà des exchanges qui existent, et en fait l'exchange par défaut qui existe, c'est AMQP direct, qui lui, quoi qu'il arrive, de toute façon, si on crée une queue, on va pouvoir l'utiliser en direct, donc c'est un comportement, on va dire, par défaut, mais néanmoins, ça n'échappe pas à cette règle-là, c'est-à-dire qu'on n'envoie jamais dans une queue directement, on envoie dans un exchange qui est bindé, dans lequel on va binder des queues, pardon. Alors les différents types de queues, il y a eu des évolutions à partir de la 3.8. On a la queue simple, celle-ci elle a toujours existé, donc c'est des messages qui sont stockés dans une queue qui est unique et consommés, comme on l'a dit tout à l'heure, sauf exception, en mode first in, first out, donc FIFO. Deuxième cas de figure, les quorum queues. Alors les quorum queues, ça a un intérêt, donc c'est ce qu'on appelait anciennement les queues, les mirrors, et ces queues mirrors étaient finalement le fait qu'on réplique une queue et les messages qui sont contenus dedans sur différents nœuds de notre cluster. Par exemple ici on a le RMQ 1, 2, 3, et bien ce qui se passait c'est qu'on avait 3 queues qui étaient créées, une queue étant principale et les autres étant une réplication des autres. C'était, on va dire, un petit moyen de contournement donc pour faire de la haute disponibilité, mais c'était fait, on va dire, de manière un petit peu en mode de patch, c'est-à-dire pas très natif et pas très intuitif, avec notamment le fait que les bascules ensuite devaient se faire de manière relativement manuelle. Là, avec les quorum queues, c'est quelque chose qui est natif, donc arrivé depuis la version 3.8 de RabbitMQ, et là, il y a la notion, l'utilisation du protocole Raft. Le protocole Raft donc, est un système d'élection. Donc dès lors qu'on a 3 serveurs comme ceci, il va y avoir un leader qui est élu et des followers, c'est-à-dire des queues présentes sur les autres serveurs, mais qui vont suivre le serveur leader. Et si on perd le leader, il y a une réélection qui est réalisée et un follower va être promu leader de manière à faire en sorte que le service soit toujours rendu. Donc là, les quorum queues, c'est un élément plus élaboré que les queues miroirs et qui fonctionne relativement bien. Donc ça va être très très pratique. Par exemple, le jour où on fait des mises à jour de cluster, avec les quorum queues, on va pouvoir faire très facilement et de manière à conserver la haute disponibilité, faire sortir un nœud, on le fera, et faire ce qu'on a à faire re-rentrer le nœud, et le système d'élection fait en sorte qu'on ne perd pas la disponibilité de la queue en question. Ensuite, on a le mode stream. Donc lui, il se rapproche du système de Kafka. C'est un peu plus récent. Pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Son principe, c'est donc quand on prend un topic Kafka, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu différent de la notion de queue de RabbitMQ, où on a notre first in, first out. La queue Kafka, c'est quoi? C'est le fait que finalement les messages sont tout le temps conservés et on fait finalement avancer un commit, c'est-à-dire finalement un jalon qui avance au fur et à mesure du temps. Donc là, si vous regardez, je symbolise les choses, mais on avance au fur et à mesure du temps. Donc on consomme les messages finalement en faisant avancer ce jalon, mais ça veut dire que les messages peuvent être conservés, donc les anciens messages peuvent être conservés. Et donc le jour où il y a un problème, qu'est-ce que l'on fait? On revient en arrière, on déplace ce jalon en arrière et on rejoue donc le scénario. La queue miroir, donc comme je vous disais, c'est l'ancien mode des quorum queues, donc qui était beaucoup plus lourd, puisque des interventions manuelles devaient notamment intervenir. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver comme paramètre dans une queue? On va le retrouver ici, par exemple, quand on va créer une queue. On va retrouver donc bien sûr le nom de la queue. Donc nous on peut créer par exemple la queue Q2. On a le type, on va avancer, le type de queue, notamment ici, voilà. Donc classique, quorum, stream, ce dont on parlait tout à l'heure. On a la notion de durabilité. Alors il y a beaucoup de choses un petit peu derrière cette notion de durabilité et de transient. La durabilité,
c'est le fait, donc c'est comme pour les messages, donc on en avait un petit peu parlé jusqu'ici, c'est le fait de conserver les éléments, et notamment, non pas les messages, mais conserver la queue au niveau d'un restart du serveur. C'est-à-dire, donc la queue, elle a été créée, elle a été configurée, on va redémarrer le serveur. Est-ce qu'on souhaite qu'elle soit durable ou pas? Donc est-ce qu'on souhaite que cette queue puisse être recréée, quoi, en tout cas conservée au moment du redémarrage du serveur? Ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Ça existe aussi pour les messages, c'est-à-dire à l'intérieur des messages, au moment du dépôt des messages, on va pouvoir dire ok, ces messages ils sont durables ou ils ne sont pas durables. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc du coup, ça revient en fait simplement que des métadatas concernant la queue sont conservés sur disque. Donc cette notion de durabilité est nécessaire dans le cas où on fait une quorum queue, des streams ou des queues fédérées, c'est encore autre chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Le transient, ah oui, alors là, du coup, c'est mal positionné. Donc là, ici, il faudrait décaler. Le transient, ici, donc c'est quoi? C'est le fait de ne pas conserver les éléments. Donc, ni la configuration de la queue, ni les messages qui sont attachés à celle-ci. Pourquoi? Parce que les métadatas sont conservés en mémoire. C'est rarement ce qu'on souhaite utiliser, bien sûr. Ça peut être utilisé quand on a des applications qui ont un comportement un petit peu temporaire, mais c'est extrêmement rare, on va dire, ce mode de fonctionnement. En tout cas, je le pense. N'hésitez pas en commentaire à donner des exemples si vous le souhaitez. Ça a peu d'impact, hein, finalement. Le fait d'être en transient ou en durable, entre le débit et la latence, ça change peu de choses. L'exclusivité, donc les notions d'exclusivité, donc ça, c'est ce qu'on va retrouver au niveau de la queue, on verra ça un petit peu plus dans le détail, mais ça fait partie des paramètres qui peuvent être configurés au niveau de la queue. Donc il y a les paramètres de base, vous voyez qu'ici on peut définir, on va dire, graphiquement et facilement. Derrière, il y a tous les paramètres qu'on va pouvoir ajouter sous forme d'arguments. Vous voyez, si je clique sur message TTL, c'est-à-dire on va mettre une durée de vie, par exemple, des messages, eh bien, on va pouvoir cliquer directement dessus et le rajouter. Parmi ces arguments, on va pouvoir retrouver par exemple l'exclusivité. Donc, c'est quoi l'exclusivité? Sur une queue donnée, on va avoir qu'une seule connexion possible et suppression si la connexion en question n'existe plus. Donc ça, c'est un comportement particulier. Suppression de la queue si la connexion en question n'existe plus. On a le auto-delete, je crois qu'on le retrouve ici, auto-delete, non on le voit pas comme ça, il me semblait qu'on le voyait, auto-expire. Donc là, l'auto-delete c'est quoi? On doit avoir au moins un consumer au niveau de la queue, connecté au niveau de la queue. Si on n'en a pas, cette queue est supprimée donc dans son comportement par défaut. Les arguments, donc ils peuvent être complétés ici, hein, donc on a déjà des arguments de base et ils peuvent être complétés avec des plugins notamment, donc on verra les plugins un petit peu plus tard. Alors la déclaration d'une queue entraîne sa création si elle n'existe pas, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on a un applicatif, l'applicatif lui va chercher à se connecter et si la queue n'existe pas, il va créer par cette connexion, il va créer la queue suivant les paramètres qui vont être passés dedans. Si un attribut existe ou est différent, donc si il existe et qu'il est différent, pardon, eh bien ça va provoquer une erreur de connexion et on va avoir une erreur de type 406 channel exception. Certains arguments peuvent être changés, hein, donc il n'y a pas tous, mais on va pouvoir les modifier après création. Les arguments, ils sont définis au niveau de chaque queue, c'est assez élémentaire, hein, logique, ou par des polices. Donc les polices, on le verra plus tard, c'est-à-dire que dans l'admin ici, on va pouvoir générer des policies, et suivant des règles de pattern, par exemple, comme on a déjà vu jusqu'ici, on va pouvoir dire, ok, toutes les queues qui sont préfixées, nommées d'une certaine manière, un peu comme on l'a vu pour les bindings, eh bien, on va appliquer une policy particulière, c'est-à-dire une manière de dire, on va filtrer, on va prendre pour toutes les queues qui sont préfixées d'une certaine manière, on va appliquer tel ou tel argument. Parmi les arguments qu'on retrouve,
donc très important, le XQtype. Alors le XQtype, même si c'est un X, donc c'est quelque chose normalement qui est un petit peu custom, qui est souvent ramené par les plugins, le XQtype correspond au type ici. Alors je pense que c'est un petit peu historique entre les évolutions, l'avant 3.8 et l'après 3.8. On pourrait considérer que c'est quand même un caractère, on va dire un peu impératif, mais voilà. Le Xmax Priority, donc là on a la notion de priorité, le XMessage TTL, donc là ça va permettre de donner une durée de vie au message, et le Xexpire que l'on a vu tout à l'heure, dont on a parlé tout à l'heure sur les notions d'expiration. Donc nous, ce qu'on va faire, donc il y a deux manières de créer les queues, trois manières, on pourrait faire par l'API, mais aujourd'hui on va faire que deux manières. On va faire par l'interface graphique. Donc par l'interface graphique, première chose, ce qu'il nous faut, c'est comme d'habitude, il nous faut un exchange. Donc on va faire un Xavkey exchange 2 par exemple, comme ceci. On va choisir, on va choisir notre type d'exchange. Nous on va dire que c'est un exchange de type direct, durable. Derrière, donc on va retrouver ce qu'on a déjà vu par le passé avec l'exchange et qui est valable de la même manière que pour les queues, c'est-à-dire est-ce qu'on souhaite qu'il soit durable ou non, le transient, donc ça on va rester sur durable, auto-delete ou non, internal ou non, et donc on va le rajouter notre exchange. Alors avant de pouvoir faire un binding, il va nous falloir une queue, c'est-à-dire que là, même si je veux créer la queue numéro 2, utiliser la queue numéro 2, pour l'instant elle n'existe pas. Si je souhaite faire ce binding sur notre exchange qu'on vient de créer, je ne vais pas encore pouvoir le faire. Donc il faut d'abord que j'aille créer la queue Q2 par exemple, comme ceci. Cette queue Q2, on va lui dire, ok, est-ce qu'elle est quorum, est-ce qu'elle est stream, est-ce qu'elle est classique? Tu peux la créer en quorum, on reverra les quorums plus tard de toute façon. Derrière, donc du coup, on va pouvoir déterminer, alors là, s'agissant d'une queue quorum, on va pouvoir dire, ok, je veux que le leader soit RMQ1, 2 ou 3. Et puis on peut y passer des arguments, on va ajouter la queue en question, donc Q2, vous voyez ici. Ici, comme c'est une queue quorum, on va retrouver donc le type quorum, et on va retrouver ici le petit +2. Si on passe dessus, vous voyez que donc le leader, c'est celui qui est affiché ici par défaut, et derrière, on va retrouver donc les followers en survolant, en survol, RMQ3, RMQ2. Ok, donc là, si je veux, je peux même faire un... il faut d'abord que je fasse mon binding, pardon. Je vais dire, je peux faire un test. Donc là, on a notre queue Q2. La routing key... Hop, voilà, Q2. Donc la routing key, comme on est sur un direct, on va rester sur une routing key comme on a vu précédemment. Je vous rappelle, sur les exchanges, on fait notre binding. Donc le binding a été réalisé, on va pouvoir faire un test. Nous, on va dire qu'on envoie un message avec une routing key Q2. Ah, décidément, voilà, et on va mettre test d'envoi de message. Ok, on publie le message, il a été publié, on va checker au niveau des queues. Au niveau de la queue en question, donc on peut cliquer ici pour voir, on voit qu'on a un message de ready, ça va se mettre à jour, ici normalement on devrait voir monter le graphique, voilà. On est passé à 1. Derrière, donc au niveau des queues, qu'est-ce qu'on retrouve? Comme on est sur une queue quorum, on va retrouver ici donc le leader et qu'est-ce qui est capable de servir et qu'est-ce qui est online, donc actif comme membre pour cette queue quorum. C'est vraiment parce qu'on est sur une queue quorum, on a ces éléments-là. Donc ça, c'est important. On voit ensuite quelques éléments statistiques sur la queue, y compris quelques éléments de configuration. On voit qu'on a un message en mémoire qui est disponible, un message au total également. On voit qu'on a deux bindings qui sont réalisés. Il y a le fameux binding par défaut dont je parlais au tout début, qui est forcément monté dessus, et on retrouve le binding Q2 également. Éventuellement, on aurait pu créer aussi le binding au niveau de la queue. Un binding peut être créé au niveau de l'exchange ou au niveau des queues. Derrière, donc du coup, on peut unbinder aussi au niveau de la queue, comme on pourrait le faire au niveau de l'exchange. Si je vais sur l'exchange ici, je peux unbinder, donc supprimer le binding en question. Derrière, on retrouve également le nombre, les consumers. Donc on retrouverait l'IP et le port des consumers connectés, en tout cas qui consomment cette queue. Ça, c'est important. On retrouve donc notre binding.
donc on peut rajouter des bindings, comme je le disais ici, hein, là c'est cette partie-là qui permet de le faire. On peut publier des messages dans cette queue, hein, on pourrait très bien en publier un second, et il nous dit, voilà, comme on est situé, donc on a cliqué sur la queue en question, et on souhaite publier un message dans cette queue, il nous dit, bah écoute, il sera publié avec la routing key Q2, comme on l'a fait finalement au niveau de l'exchange. Et derrière, on va pouvoir aussi consommer les messages de la queue directement. À savoir, et à faire très attention, on a principalement deux cas de figure qui sont assez intéressants. On a le fait de non acquitter les messages. Donc le fait, donc ils sont non acquittés et requeue à true. Ça veut dire que si ici je fais un get message, vous voyez que je récupère mon message, hein, je pourrais en avoir, alors là j'en ai qu'un, hein, mais je peux dire tiens voilà j'ai 100 messages, je veux récupérer 100 messages, et je verrai le détail de mes messages, notamment les payloads, c'est-à-dire le contenu vraiment de la data du message. Ici je retrouve mon test d'envoi de message. Là, malgré le fait d'avoir récupéré ce message, vous voyez il a été récupéré, mais le nombre total de messages reste à 1. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été acquitté. Sinon, je peux mettre automatic hack, ce qui fait que, pardon, je vais faire un get message. Là, j'ai fait mon get message. Et si je regarde ici, on va voir donc se rafraîchir les statistiques. On va voir un message qui va avoir été consommé. Alors, où est-ce qu'il est récupéré? Ouais, il est bien récupéré. Ici, on voit qu'on a un message cette fois-ci qui a été acquitté. Et donc, vous voyez que ma queue est passée de un message stocké dans la queue à 0. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Attention, ça veut dire que par exemple, si vous êtes sur un environnement de production ou de développement ou autre, si vous souhaitez vérifier le contenu des messages, bah, si vous n'acquittez pas, il n'y a aucun problème, vous allez consulter des messages simplement et aucun impact. Si vous faites du hack, par contre, ces messages seront supprimés de la queue. Donc du coup, impact forcément. On peut aussi déplacer des messages grâce au shovel. On verra ça plus tard, le fonctionnement des shovels. Derrière, on peut supprimer une queue ou la purger. Donc la purger, ça va avoir pour effet que on va. Donc là, si par exemple je mets nouveau message, par exemple comme ceci, publish. Hop, donc là, on va avoir un message qui va arriver. Donc grâce à la routing key Q2 et au binding, on va avoir un message qui va arriver ici. Normalement, voilà, donc on a notre message qui est arrivé, hop, et on va le voir apparaître ici. Bon, il est à 1, il faut le temps que le graphique se rafraîchisse, voilà. Et derrière, donc du coup, on va avoir la possibilité de purger les messages de la queue. Alors là, attention, il va nous dire, attention, il n'y a pas moyen de revenir en arrière, tous les messages de la queue seront supprimés. Donc si je clique sur OK, close, hop, ça permet de purger la queue complètement, donc on va retomber à 0. C'est que cette queue-ci, bien sûr, qui a été purgée par la même occasion. Voilà, on est retombé à 0. Autre possibilité, donc d'avoir des détails ici un petit peu sur le fonctionnement de la heap, donc la mémoire de cette queue en particulier. Derrière, donc du coup, nous, ce qu'on va faire, on va supprimer la queue en question. Donc on va faire un delete, on n'en a plus besoin. Hop, OK. Donc elle a été supprimée. Derrière, donc du coup, si je retourne ici, qu'est-ce qui s'est passé? En cascade, comme un binding ne peut pas être orphelin, on va dire, eh bien, vous voyez que le binding, quand je suis retourné au niveau de l'exchange, que le binding n'existe plus. Il a été supprimé par la même occasion, donc on peut supprimer aussi ce binding. On va regarder comment on fait ça, du coup, l'équivalent, donc là, supprimer l'exchange, pardon, pas le binding. Comment on fait ça en ligne de commande également? Donc pour faire ça en ligne de commande, on va faire, alors j'aurais pu ouvrir les deux, ouais, on va le faire comme ça. Donc nous on va faire volontairement, on va créer un nouveau vhost, on avait vu ça dans les vidéos précédentes, donc là je vais me connecter à un des nœuds de mon cluster, hop, voilà. Alors ce qu'il faut dans un premier temps, c'est récupérer, donc on va faire sudo-s, récupérer RabbitMQ admin, donc RabbitMQ admin. C'est un petit script finalement à base de Python. Donc là, alors on va le faire comme ça, voilà. Donc, RabbitMQ admin, simplement j'ai tapé ça dans un moteur de recherche, peu importe lequel. Et ici on peut se rendre directement dans GitHub. On va retomber sur notre code, on fait CTRL-A, CTRL-C, on copie le code intégralement. On fait un vim /usr local bin et RabbitMQ admin. Vous faites, vous collez tout à cet endroit-là, CTRL-Shift-V si vous le souhaitez.
Ensuite, vous faites un chmod plus X sur /usr/local bin RabbitMQ admin, comme ceci, et là vous avez votre RabbitMQ admin qui est prêt à être lancé. Donc nous, qu'est-ce que l'on fait sur ce... Hop, ah oui, je fais mauvaise blague, j'ai copié tout. Voilà. Donc là, sur ce RabbitMQ admin, qu'est-ce qu'on va lui faire? Donc avant de faire du RabbitMQ admin, on va repartir sur ce qu'on avait fait là, sur les vidéos précédentes. Donc nous, on veut créer un vhost. Donc ça, on peut le faire avec RabbitMQ CTL, qui est le client local. On lui dit add vhost et le vhost v1. Donc derrière, on peut checker la création du vhost. On va faire un list vhost cette fois-ci avec un S. Et on retrouve notre V1. Logiquement, au niveau graphique, donc ça on peut le faire, mais au niveau graphique, on va retrouver donc notre... Alors, on va rafraîchir, voilà. On va retrouver nos vhosts, donc on peut le voir ici, on peut le voir dans la liste déroulante. On a bien notre V1 qui est présent. Tiens, on peut se mettre comme ça on verra directement. Par défaut, donc il crée les exchanges par défaut, hein, dès qu'un vhost est créé, il y a forcément des exchanges qui sont créés. Ensuite, dans la démarche, on va aller dire, écoute, on va créer la queue en question. Souvenez-vous, pour avoir on peut créer un exchange tout seul, on peut créer une queue tout seul, mais on ne peut pas créer de binding au niveau de l'exchange s'il n'y a pas de queue. Donc on peut se dire, tiens, on va créer d'abord la queue. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, pour faire la même chose, quoi, on va dire. Première chose, je lui passe RabbitMQ admin et je lui dis -u, un user qui a suffisamment de droits pour écrire dans V1. Alors d'ailleurs, je pense qu'on va faire un petit check ici, admin. Voilà. Si on regarde ici dans admin, au niveau des users ici, on voit que pour le virtualhost / je suis bien administrateur, par contre je ne suis pas administrateur avec ce user xavkey du vhost v1. Donc du coup je lui donne tous les droits, voilà, set permission ici. Donc si je reviens sur users, voilà, j'ai accès à / et à v1. Hop, donc ça faut pas oublier, sinon vous allez avoir un deny au moment de passer les éléments. Donc là je lui passe le user, le password. Normalement on passe le password, mais ça je vous ai déjà montré, par les variables d'environnement ou tout autre moyen, mais en tout cas on évite de le faire directement par la ligne de commande, c'est quand même préférable. Derrière on va lui passer donc, on va dire un espèce de verbe, en tout cas les actions que l'on souhaite faire. Nous dans notre cas de figure, première chose, on veut faire un déclare queue, donc pour créer une queue, un déclare queue. --, donc nous on veut créer cette queue dans le vhost v1. Le nom de cette queue, ça sera q1. On souhaite qu'elle soit durable, donc à true, pas en transient. Et derrière, souvenez-vous tout à l'heure, je vous ai dit que le xQtype, malheureusement, il fait pas partie des éléments, on va dire, par défaut. En tout cas, il est considéré comme un argument. C'est un peu discutable, parce que c'est quand même un élément de base des queues. Mais là, donc, comme c'est considéré comme un argument, il faut le passer en argument égal. Là, vous pouvez passer tous les arguments que vous souhaitez. Nous, on veut passer que l'argument xQtype, et on va dire de type quorum. Hop là. Donc là, j'ai un deny. Xavkey, vhost 1. Hop là. Étonnant ça. Toc toc toc. Ok. Q v1 q1. Ouais. Xavkey password. Alors attendez, on va vérifier. vhost v1. Oui. Q1. Je vois pas trop le problème. Hop là, on va vérifier un truc. Hop, logout. Est-ce que je me suis pas trompé? Password. Ouais, non, ça a l'air bien. Ok, quel est son problème? Hop. RabbitMQ, password, Xavkey, vhost 1, on peut le passer aussi comme ceci. Normalement, ça n'a pas d'incidence. On va lui passer vhost v1 comme ça. Hop. Hop là, ça marche pas forcément. Hop, voilà, on va faire password. Voilà, donc là elle a été créée. Il me semble que ça n'avait pas d'impact, mais tiens, bah, mettez-moi en commentaire. Normalement, on doit pouvoir le passer à la suite ici, ça change rien. Bref, voici la commande.
Ensuite, alors ce que je vais faire, je vais aller la modifier tout de suite. Slide, hop, on a dit qu'on était ici, voilà, et on va passer ici vhost 1 comme ceci. Voilà, comme ça sera corrigé. Donc ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? Bah tiens, on va rester à cet endroit-là. On va ensuite, donc on a créé la queue Q1 dans le vhost V1, hein, surtout ne la cherchez pas dans slash, vous la trouverez pas. Ensuite, on va déclarer notre exchange. Donc on va reprendre declare exchange qu'on a déjà vu précédemment. Donc on va le faire comme ceci, declare exchange. Donc on va reprendre tout le début ici, on va revenir juste au niveau du déclare, et nous on veut créer un exchange, donc declare exchange, le nom de l'exchange, Xavsky exchange, et le type d'exchange, type direct. Donc là on le déclare, hop, il vient d'être créé. Donc on va retrouver ici Xavsky exchange. Par contre pour l'instant j'ai pas de binding, donc on va aller créer le binding qui correspond, on va aller créer le binding, oui, qui correspond. Pour faire ça, donc on va lui passer un declare binding, toujours avec le RabbitMQ ADM. Ici, comme ceci, voilà. Donc on lui indique la source qui est l'exchange en question, le type de destination, et ensuite on va aller lui indiquer, en dehors du type, bien sûr, le nom de la destination, le nom de la queue, et la routing key qui correspond, donc Q1 en question. Hop là. Routing key, destination, qu'est-ce qu'il me dit? Not found. J'ai dû faire une typo ou un truc. Ah oui, je crois que exchange, voilà. Bon, j'ai fait une typo, ça doit être le X. Quand je l'ai créé, au-dessus, voilà. Donc quand j'ai créé l'exchange en question, donc c'est pas grave. Donc mon exchange, il est là. Il manque un X. Et le binding vient d'être réalisé. Donc là, si je fais mon test, comme tout à l'heure, je génère un message avec la routing key Q1. Je fais petit test. Salut les Xavkistes. Hop, voilà, comme ceci. Et là, je publie ce message. Et derrière, donc du coup, on se retrouve, si je vais dans la queue, avec un message de présent. Donc on doit le voir apparaître même sur ces statistiques-là, mais on peut se rendre ici. Voilà, il vient d'arriver. Q1. Derrière, on va consommer ce message. Donc get message, on le hack pas forcément. Petit salut les Xavki. Et derrière, on peut purger le message. Pour cleaner tout ça, bah, c'est pas très compliqué. On va se rendre dans admin. On va regarder la liste des vhosts. Et on va dire, ok, le vhost V1, c'est celui-ci. On va aller le supprimer. Ok. Donc du coup, comme j'ai supprimé le vhost V1, je n'ai plus de vhost V1, donc plus d'éléments dedans. Je ne retrouve plus non plus l'exchange qui correspond. Et j'ai cleané mon cluster en l'occurrence. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.